Le fils du président étudie en Suisse pour 150 000 € l'année, tandis que son peuple vit avec moins de 3 $ par jour. Messieurs, dames, asseyez-vous. Bienvenue à Madagascar, une île immense, riche de ses terres et de sa biodiversité. Mais où l'homme reste pauvre, terriblement pauvre. Le PIB par habitant est sous la barre des 500 $. 3 Malgaches sur 4 vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà la toile de fond. Pour comprendre la crise aujourd'hui, il faut revenir en arrière. En 2009, Marc Ravalomanana est chassé du pouvoir. Et un jeune maire de 34 ans surgit, Andry Rajoelina. On le surnomme TGV, symbole de vitesse, de modernité, de rupture. Les Malgaches y voient une promesse, mais 16 ans plus tard, cette promesse ressemble à une blague cruelle. Les routes sont toujours brisées, l'eau ne coule pas, l'électricité saute plusieurs fois par jour, et la misère ronge chaque foyer. Pendant que les dirigeants parlent de plan émergence, le pays s'enfonce dans la précarité. Puis vient septembre 2025, la goutte d'eau, ou plutôt son absence. Coupure d'électricité, pénurie d'eau potable, inflation, corruption endémique. La jeunesse décide de ne plus se taire. Le mouvement naît, Gen Z Madagascar. Pas de chef traditionnel, pas de vieux partis corrompus, juste une génération connectée. 65% de la population sous 25 ans organise sur Telegram ce que personne n'osait faire, descendre dans les rues. Le 25 septembre, la ville d'Antananarivo explose. Des milliers d'étudiants, de jeunes travailleurs, d'exclus de la société hurlent les mêmes mots. De l'eau, de la lumière, de la dignité. Mais face à eux, l'État dégaine la réponse. Gaz lacrymogène, balles en caoutchouc, arrestation massive. Le soir même, un couvre-feu tombe sur la capitale, comme si la peur pouvait remplacer le courant électrique. Le bilan officiel parle de 5 morts et de plusieurs centaines de blessés. Mais sur le terrain, ONG et médecins évoquent des dizaines de victimes et des milliers de blessés. Les rues sentent la fumée, les pavés portent encore les traces de sang, des maisons de députés proches du pouvoir sont incendiées, des commerces pillés, l'exaspération se transforme en chaos. Mais où est le président dans cette histoire? À New York, pour l'Assemblée Générale de l'ONU. Tandis que son peuple crie famine et soif, il parle développement durable dans les salons feutrés des Nations Unies. Ironie de l'histoire, en 2009, il avait pris le pouvoir en dénonçant l'arrogance d'une élite déconnectée. Aujourd'hui, il est devenu cette élite. Voilà la fracture, un peuple condamné à la misère et des dirigeants qui s'achètent des palais à l'étranger. Alors non, ce n'est pas une émeute passagère, c'est une génération qui en a assez. Ils ne réclament pas des fortunes, mais ils réclament ce que tout État moderne doit garantir. L'accès à l'eau, à l'électricité et à une gouvernance qui ne transforme pas chaque projet en caisse noire. Le pouvoir, lui, accuse l'opposition d'un coup d'État déguisé. Mais ce n'est pas un complot, c'est une évidence. Quand un peuple dort à la bougie, tôt ou tard, il finit par mettre le feu. Alors que restera-t-il de ces jours? Un soulèvement écrasé comme les précédents, ou l'acte fondateur d'une génération qui refuse de vivre dans l'ombre? Moi, je ne juge pas. Je ne fais que raconter l'histoire.